extérieur, on parle du commerce extérieur. Par contre, lorsqu'on mesure le volume de tous les échanges globaux qui se passent à travers la planète, là on parle maintenant du commerce international. Et depuis lors, heureusement ou malheureusement, notre commerce extérieur a été tiré par le secteur minier, comme vous le savez. C'est soit le cobalt, c'est soit le cuivre, c'est soit le manganèse, c'est soit le lithium, c'est soit l'or, soit les diamants. Mais lorsqu'on examine la manière dont le secteur minier a participé au développement de la RDC, on se rend compte pratiquement que la RDC n'a pas tiré profit de ce secteur minier. Parce qu'aujourd'hui, ou l'année passée ou l'année dernière, nous avons exporté 152 000 tonnes de cobalt. Nous avons exporté autour de 3 100 000 tonnes de cuivre, mais ça ne se ressent pas dans les paniers de la ménagère. Et chaque semaine, je publie ce que j'appelle la mercuriale des prix de certains produits. Aujourd'hui, la tonne de cobalt est à 33 000 $ américains. Si vous multipliez 33 000 par une production de 152 000 tonnes par an, vous êtes à près de, je crois, autour de 60 milliards ou 59 milliards de dollars. Wow. Ça, c'est la valeur de la production du cobalt. Lorsque vous allez vers le cuivre, nous sommes à 3 milliards, 3 millions, 100 millions de tonnes. C'est autour de 29 milliards. Mais lorsqu'on voit comment cela se répercute chez la population congolaise, on ne le sent pas. La pauvreté continue. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous a demandé de diversifier notre économie. Parce que le secteur minier n'a pas été porteur de croissance, eh bien, il nous a demandé de diversifier l'économie, notamment en allant vers le secteur agricole. Et c'est l'essence de toutes les politiques que nous avons pilotées au niveau du ministère du Commerce, notamment la stratégie nationale de promotion des exportations, qui passe par l'identification des produits qui sont porteurs désormais de croissance pour la RDC. Je vais vous donner quelques comparaisons. Aujourd'hui, la tonne de cuivre coûte 9 534 $, ça c'est la mercuriale de cette semaine. La tonne de cobalt nous coûte 33 000 $ américains. Mais de l'autre côté, lorsque vous prenez la tonne du cacao, elle vous coûte 10 310 $, la tonne du cacao. Donc comparé à la tonne du cuivre, eh bien, la tonne du cacao nous donne plus d'avantages aujourd'hui parce qu'elle coûte 10 000 $, alors que celle du cuivre nous coûte 9 000 $. Et donc, pour le gouvernement de la République, il faudrait davantage que nous parlions à la population congolaise pour l'amener à migrer désormais vers le secteur agricole, parce que c'est ce secteur qui va nous permettre finalement d'améliorer le panier de la ménagère. Lorsque vous voyez le café, lorsque vous voyez le maïs, lorsque vous voyez les autres produits agricoles, eh bien si tous nous nous investissons dans la production agricole, non seulement que ça va satisfaire la production les besoins alimentaires, mais également ça va satisfaire aux besoins d'emploi. Je tiens à vous informer que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Et si j'ai fait un exercice mathématique, si sur les 80 millions d'hectares de terres arables, nous cultivons seulement la moitié, c'est-à-dire 40 millions d'hectares de terres arables en RDC, et qu'un hectare emploie 3 personnes, parce que c'est ça l'emploi que crée un hectare, ça veut dire que nous aurons besoin de 120 millions d'emplois. Or, nous sommes encore autour de 100 millions d'habitants. Ça veut dire que le secteur agricole lui-même peut avoir besoin de 120 millions d'emplois, et donc nous allons commencer à importer même la main-d'œuvre. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut aussi avoir maintenant les marchés. Et c'est l'une des tâches auxquelles nous nous sommes livrés, notamment l'identification des marchés pour les producteurs congolais. Le premier marché qui a été identifié, c'est celui des États-Unis à travers l'AGOA, qui est cette loi américaine qui permet effectivement aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans paiement de frais de douane. Le deuxième marché, c'est le marché européen, à travers les accords de partenariat économique
que l'Europe a avec les pays d'Afrique et les pays de ACP. Le troisième marché, c'est le marché chinois, avec ses 1,4 milliard de consommateurs. L'autre marché, c'est le marché indien. Aujourd'hui, l'Inde a dépassé déjà en termes de population la Chine. Donc, ils sont presque à 1,4, 1,5 milliards. Le marché suivant, c'est le marché africain lui-même, qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine. Pour le président de la République, l'ouverture des marchés africains va nous permettre de gagner aussi 1,3 milliard de consommateurs africains. Et lorsque nous disons que nous allons supprimer les barrières douanières, les gens se disent, mais est-ce qu'on ne va pas perdre les recettes? Non, je voudrais préciser qu'on ne perd pas les recettes parce que la suppression des barrières douanières concerne ce qu'on appelle les produits d'origine. C'est-à-dire tous les produits qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, ne sont pas concernés par la suppression des barrières tarifaires. Les produits qui ne sont concernés, ce sont des produits qui ont la nationalité économique de chaque pays. Et là, les règles d'origine ont été définies. Quand est-ce qu'un pays est dit originaire, quand est-ce qu'un produit est dit originaire d'un pays? C'est lorsque au moins 70% d'intrants qui entrent dans la fabrication de ce produit sont localement trouvés. Donc si vous fabriquez un véhicule et que 70% des intrants qui fabriquent les véhicules viennent de votre pays, à ce moment-là, ce véhicule est déclaré d'origine. Par contre, si plusieurs intrants viennent de l'extérieur pour faire un assemblage du véhicule dans votre pays, ces véhicules-là ne vont pas s'appeler véhicules d'origine congolaise. Donc, à travers la ZLECAf et toutes les organisations internationales, on a défini les règles d'origine pour permettre effectivement que tous les produits ne puissent pas passer par les mailles et se déclarer d'origine pour bénéficier de ces tarifs. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais sur la question de la ZLECAf, il y a toujours un éternel débat, notamment avec les producteurs congolais, parce que laisser venir les produits des autres pays ne permettrait pas à notre industrie d'être compétitive. Oui, c'est l'essence de notre passage à l'Organisation mondiale du commerce et l'OMC, où effectivement nous avons trouvé que la RDC était en retard de paiement depuis plusieurs années, où la RDC n'a pas ratifié des accords importants, bien que nous soyons membres de l'OMC depuis 1997, mais il y a un accord important qu'on appelle accord sur la facilitation des échanges. Cet accord permet à tous les pays du monde, de bénéficier de l'accompagnement de l'OMC, c'est-à-dire en termes de formation du personnel, mais également en termes de formation des opérateurs économiques. Parce que pour gagner ces marchés-là, il faut avoir une formation spécialisée, il faut savoir quelles sont les règles qui sont imposées dans la chaîne de production. Parce que quand vous voulez produire du soja en destination de la Chine, où on nous a demandé 1 million de tonnes, eh bien, il faut qu'on sache quelles sont les normes exigées par la Chine pour qu'on exporte vers ces pays-là. Et l'OMC, effectivement, était absente dans ces pays parce qu'on n'avait pas payé les cotisations pendant plusieurs années, parce qu'aussi, on n'avait pas ratifié cet accord. Et le vendredi dernier, je suis passé à Conseil des ministres pour présenter l'économie de l'accord sur la facilitation des échanges, mais également du deuxième accord sur les subventions à la pêche. Ces deux accords, une fois ratifiés par le gouvernement congolais, eh bien, vont nous ouvrir la vanne de l'OMC et permettre qu'on vienne former nos producteurs locaux pour qu'ils s'alignent effectivement sur le commerce international. Maintenant, je vais terminer par les défis, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Il y a beaucoup de défis. Est-ce que nous allons nous verser dans ce commerce international très facilement? Oui et non. Le premier défi, ce sont les impôts et taxes qui pèsent lourd, qui font que ça envenime le climat des affaires en République démocratique du Congo. Et là, le président de la République a donné des instructions claires pour que nous puissions réviser au sein de la commission ECOFIN la loi sur la nomenclature des impôts et taxes du pouvoir central et des provinces. Et donc, lorsque cette loi sera passée au peigne fin, ça va nous permettre de réduire le nombre de taxes et des impôts et de pouvoir permettre à ce que tout opérateur économique qui a choisi la RDC, effectivement, ne trouve pas suffisamment d'entraves. Deuxième défi, ce sont les infrastructures. On peut bel et bien produire, mais comment on va évacuer les produits vers les grands centres de consommation pour leur acheminement vers l'extérieur?
Et là, le gouvernement a répondu lorsqu'il a élaboré les plans directeurs d'industrialisation qui donnent les composantes essentielles qui doivent fonder effectivement la politique de la RDC en matière d'infrastructure. Mais le troisième défi, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le défi majeur. Et là, comme vous le savez, depuis 30 ans, le Rwanda a fait en fait de la RDC son terrain d'expérimentation de toutes ces politiques extérieures en termes de venin qu'il a inoculé sur le territoire congolais. Vous savez, tous ces termes, je les ai évoqués ici, FDLR, je ne sais pas, haine tribale, c'est des choses que le Rwanda a utilisées depuis des années pour en fait rester le seul pays en Afrique centrale qui a un soft power qu'il peut vendre en termes de tourisme, en termes d'attractivité. Et il a fait tout pour que l'insécurité soit permanente en RDC, dans sa partie Est, pour que finalement l'attractivité de la RDC n'intéresse personne. Et c'est ainsi que lorsque vous êtes dans tous les salons du monde, la première question qu'on vous pose, c'est de dire, mais est-ce qu'il est possible d'aller en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut se réveiller un matin? C'est ça la question qu'on se pose. Et lui, le Rwanda a réussi à construire cela autour d'un soft power qu'il veut sauvegarder à travers le monde. Heureusement que nous nous battons contre cette insécurité. Je sais que des questions viendront aussi de la part des journalistes pour faire un commentaire sur la situation sécuritaire, particulièrement la partie Est, pour voir comment cela implique ou a une implication sur l'attractivité ou les investissements qui doivent être orientés vers la RDC. Voilà globalement ce que je peux dire en termes d'introduction, mais je sais que des questions me permettront de m'étendre largement sur comment le secteur du commerce extérieur constitue véritablement le levier du développement économique de notre pays. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de ces phrases introductives. Évidemment, il y a beaucoup de questions parce que lorsque vous dites que les cacao, une tonne de cacao, ça vaut 10 000 $, ça fait réfléchir. Nous étions avec vous à l'occasion du forum qui a été organisé à Beijing avec les Chinois. Lorsqu'on parle du piment, de ce que ça représente, nous avons donc d'autres possibilités qui peuvent nous permettre d'accroître suffisamment notre commerce extérieur grâce à des produits qui viennent du secteur agricole. Heureusement que nous nous y sommes mis. On va commencer la série des questions avec M. Pichu Mulumba. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai trois petites préoccupations. Les deux premières s'adressent au ministre du Commerce extérieur. Je note que les volumes de nos importations sont aujourd'hui importants et vous dites qu'il y a des produits porteurs de croissance. Mais en attendant la promotion de la migration vers les secteurs agricoles, quelle politique commerciale la RDC devrait-elle mettre en place pour maximiser les bénéfices actuels du commerce extérieur? Vous avez parlé de questions d'actualité justement. J'ai une question pour vous. Vous avez exercé pendant longtemps la fonction de gouverneur du Nord Kivu sous le régime précédent. Vous avez personnellement vécu la guerre menée contre la République par les M23, la guerre qui perdure encore aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous à la présence de l'ancien président de la République dans la ville de Goma qui demeure les bastions actuels de la rébellion, une rébellion que celui-ci avait lui-même combattue en son temps? Monsieur le porte-parole du gouvernement, permettez-moi de vous poser aussi une simple question, une petite question d'actualité. Parmi les propositions formulées par l'ancien président dans son message figure celle de mettre fin à ce qu'il qualifie lui-même de tyrannie. Comment le gouvernement réagit-il à cet appel qui semble à la limite de la rupture institutionnelle? Bon, écoutez, ce soir, nous sommes venus parler du commerce extérieur. Je pense que ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que nous sommes depuis 2 ans engagés dans un front contre le Rwanda. Il ne faut vraiment pas se perdre de vue que l'ennemi avec lequel nous sommes actuellement en train de discuter, notamment à Washington, pour trouver des solutions, c'est le Rwanda. Et il est hors de question de penser qu'on peut nous laisser distraire pour prêter les flancs à ceux qui ont un rôle secondaire au Rwanda. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on n'a pas ici besoin de vouloir congoliser, entre guillemets, un problème qui est d'origine extérieure et qui a été mentionné tout à l'heure par le collègue Julien Paluku. Et donc, nous, l'attention, nous l'accordons plutôt à ce niveau-là pour que nous ne puissions pas nous perdre.
J'avais dit il y a quelques jours que le président honoraire était un homme du passé. Justement, lorsque vous rappelez, vous posez par exemple la question sur mettre fin à la tyrannie, dites-moi, cher Pichu Mulumba, nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez de dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Il faut dire aux compatriotes qui sont à Goma aujourd'hui ou qui sont dans les autres partis sous occupation, les messages qui leur est destiné, c'était « apprêtez-vous, on va faire la guerre ». Il ne faut pas se cacher. Et donc, lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela et aujourd'hui je pense que nous tous, nous devons nous focaliser derrière le président de la République sur comment nous terminons la guerre avec les Rwandais et tous ces supplétifs sont traités à un niveau plus bas. Et donc ici, je tiens à insister que cela soit bien clair. Nous n'avons que peu de temps à consacrer à des gesticulations qui veulent nous ramener dans un passé que nous devons absolument oublier. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Monsieur le ministre, désolé que c'est un sujet d'actualité qui revient. Et surtout, lorsque vous êtes invité, ancien gouverneur du Nord Kivu, 12 ans, vous avez évidemment beaucoup de souvenirs de toutes ces aventures récurrentes CNDP M23. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à cette préoccupation de Pichu Mulumba? Merci beaucoup. Je m'attendais certainement à une telle question, même si on est dans le commerce extérieur. Mais vous avez commencé par nous indiquer la politique commerciale que nous avons par rapport à tout ce que j'ai dit, démontré tout à l'heure. En fait, c'est 4 éléments importants. Le premier élément, je l'ai évoqué, c'est la diversification de notre économie, c'est-à-dire ne pas nous baser uniquement que sur le secteur minier, mais permettre que le secteur agricole devienne le levier important de la croissance économique. Et j'ai démontré que si on se tourne vers l'agriculture, en complément au secteur minier, en tout cas, la RDC peut se relever dans très peu de temps. Et j'ai donné l'exemple des emplois que procure un hectare et du nombre d'hectares que la RDC dispose pour les multiplier par le nombre d'emplois et tout de suite avoir suffisamment de gens qui ne vont plus se retrouver dans la rue ici à Kinshasa. Le deuxième pilier de la politique commerciale, c'est en fait l'amélioration du climat des affaires. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez dans d'autres pays, même les exportations, on a fait une étude pour montrer que exporter un conteneur de la RDC vers l'extérieur vous prend 200 heures. 200 heures. Tandis que la moyenne dans la région est de 50 heures pour exporter un conteneur. Vous voyez déjà que si un opérateur économique pense qu'il va dépenser 200 heures pour exporter ce conteneur et qu'ailleurs il lui faut seulement 50 heures, il va choisir d'aller s'installer dans ces pays-là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'opérateurs économiques se délocaliser de la RDC pour aller habiter les pays voisins parce qu'ils estiment que là le climat des affaires est bon. Donc c'est un pilier important de notre politique commerciale. Le troisième pilier, en fait, c'est la promotion des exportations pour ne pas subir seulement le coût des importations. Parce que depuis 2019, on a fait les statistiques de nos importations. On était à 7 milliards d'importations chaque année. Aujourd'hui, on est près de 20 milliards d'importations. Alors pour ceux qui ont le langage économique, quand les importations sont supérieures aux exportations, eh bien votre balance commerciale est en déséquilibre. Et donc ça a un impact sur même votre économie. Et donc parmi les éléments qui font notre politique commerciale, c'est d'accroître les exportations. Parce que qui dit exportation, dit rentrée de devises. Et donc, lorsque nous allons accroître les volumes de nos exportations, ça va permettre au pays de gagner suffisamment en devises. Et le quatrième pilier de notre politique commerciale, c'est l'intégration économique. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'organisations, comme la SADC, comme la CEAC, comme l'EAC, et maintenant à la tête desquelles nous avons l'Organisation mondiale du commerce, nous avons la CNUSED,
qui est cette conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Nous avons les centres du commerce international que nous avons vus à Genève. Et donc, tous ces éléments-là, nous en avons fait une politique de la RDC pour que nous ne soyons plus absents dans ces structures-là, parce que ce sont ces structures qui accompagnent tous les pays qui ont réussi en commerce international. Quand vous voyez les gens formés, quand vous voyez comment des pays ont gagné les marchés, soit chinois, soit américains, soit européens, c'est parce qu'ils ont été formés par l'Organisation mondiale du commerce. Et donc l'absence de la RDC dans ces structures-là nous a préjudiciés et ça fait que nos producteurs locaux ne savent pas effectivement capter tous ces marchés. Maintenant, revenons à la question sur la présence du président honoraire à Goma. Je me pose la question si je dois parler à l'affirmatif ou au conditionnel. Parce que je connais les fils de Mzee, je connais l'ancien président pour avoir travaillé avec lui. Je suis en train de me poser la question si c'est une silhouette qu'on aurait aperçue à Goma ou alors c'est la même personne que je connais. Parce qu'en fait, la personne que je connais n'aurait pas dû se retrouver à Goma. Au regard de toute la lutte qu'il a menée, parce que j'en suis témoin. Dans les 30 ans d'instabilité de la RDC, il a quand même 18 ans dans lesquels il a subi en fait la pression rwandaise. Quand vous prenez la guerre qui a éclaté le 2 août, j'étais à Goma, 1998. Quand vous prenez la guerre de Mutebussi en 2004, quand il a pris la ville de Bukavu. Quand vous prenez la guerre du CNDP entre 2006 et 2007, là je suis gouverneur en 2007, et la manière dont nous avons affronté cette guerre-là, le 29 octobre 2008, Laurent Kunda voulait prendre la ville de Goma, et le président de la République de l'époque m'appelle à la résistance, pour qu'on résiste. Et je suis resté dans cette ville, et le général John Numbi a atterri le 30 octobre 2008 avec un avion, avec les militaires, pour que nous nous rassurions que nous contrôlions la situation. Et de là est venu l'appel aux négociations, piloté par les Nations Unies à travers Obasanjo et Benjamin Mkapa, qui était l'envoyé de l'Union africaine. Et nous sommes allés à Nairobi négocier et nous sommes revenus en 2009. Et en 2009, lorsque le président de l'époque, honoraire aujourd'hui, trouve qu'il n'y a pas de solution, il demande l'arrestation de Laurent Kunda contre l'entrée des éléments de l'armée rwandaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est à cette époque-là que le président de l'Assemblée nationale va se prononcer pour dire qu'il n'était pas informé de l'entrée des forces rwandaises en République démocratique du Congo. Et j'avais dit ici, il en a payé les postes du président de l'Assemblée nationale. Et Laurent Kunda est arrêté, je crois le 21 janvier, et les forces rwandaises entrent à Goma le 25 janvier. Pendant un mois, elles ressortent le 25 février 2009. Et en mars de cette année, on signe un accord, le gouvernement, avec les M23 pour la paix. Et le M23 est venu de la revendication de la mise en œuvre, de la difficulté de la mise en œuvre de ces accords. C'est-à-dire M comme mars, 23 comme la date. Et tout ça, c'était sous le président devenu honoraire aujourd'hui. Et en 2013, d'abord 2012, la création du M23 dans le format actuel, c'était le 7 avril 2012. Et l'opération Pomme Orange est lancée par le chef d'état-major général de Toumba pour devoir mettre fin au M23. La brigade d'intervention rapide dirigée par le colonel Mamadou à l'époque se déploie à Goma. Le général Baouma arrive pour à la fois être le commandant de la région militaire et le commandant des opérations. Et je suis témoin de la manière dont nous avons conduit les opérations pour mettre fin au M23. Et j'arrive à Tchanzu, c'était le 6 novembre 2013, parce qu'on a mis fin au M23 le 5 novembre 2013. Et donc je vous fais ce tableau-là pour vous montrer comment je connais l'homme et la lutte qu'il a pu faire pour que nous en arrivions là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je me pose la question si c'est la silhouette
de la personne ou c'est la personne elle-même? Alors, je réponds à ma question moi-même, parce que lorsque j'ai suivi quand même son discours, je suis arrivé à comprendre qu'il a lui-même annoncé que bientôt il sera à Goma. Donc, si vous me dites qu'il est à Goma, je risque de vous croire, hein, sans être très convaincu, parce qu'on regarde ce que je viens de vous dire. Je risque de vous croire qu'il est à Goma. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là. Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais t'expliquer. Se retrouver dans les mains des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiche, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo, tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu, toutes les violations. Et donc vraiment, cette personne-là accepte de porter tous ces chapeaux-là à son actif. C'est ça mon interrogation. Pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si c'est la personne que je connais, mais comme vous avez dit qu'il est là, donc je crois qu'il est là. Alors, s'il est donc là, ben je vous prends au mot, s'il est donc là, je demande à la population congolaise, vraiment, et particulièrement celle du Nord Kivu, j'en appelle à la mobilisation générale. Ce n'est pas possible que cela soit vrai. Ce n'est pas possible que la personne contre laquelle le président Honoré s'est battu, à savoir Paul Kagame, que ce soit chez lui où il est passé pour entrer dans la ville de Goma. J'ai peine à vous croire. Donc, j'en appelle à la mobilisation générale. Les enfants de Goma, les enfants de Massissi, les enfants de Nyiragongo, les enfants de Lubero, les enfants de Beni. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on apprend dans les médias. Mais je vais croire lorsque je vais voir les images. Lorsque je vois les images, je vais finalement croire. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais votre question là, elle va être rappelée plusieurs fois. Mais je suis en train d'écrire ici aussi les 12 points que je peux partager avec vous. 12 questions. Parce qu'il a parlé en 12 questions. Je ne sais pas si je vais me rappeler des 12 questions. Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi. Parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entré à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Mzee qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question.
Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Nkunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Nkunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja-Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Musée qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Musée qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? Neuvième question. Est-ce le fils de Musée qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté pour sa sécurité? Dixième question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Musée qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma? 11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir? Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23? Est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que je vous prie de ramener à Goma pour voir s'il y est, d'y répondre, et alors je reviendrai pour parler davantage sous ce plateau. Monsieur le ministre, je sais que vous avez des talents d'écriture, je crois que ça fait partie d'un de vos livres, mais ce n'était pas le sujet du jour. On a fait une petite entorse, mais je crois que les questions que vous soulevez sont d'autant plus pertinentes que nous connaissons les testaments de Mzee. Le combat politique de Mzee qui disait « ne jamais trahir le Congo ». Et je ne veux pas répéter ce que Mzee disait à l'époque, que la guerre doit retourner d'où elle est venue. Si c'est par où la guerre est venue qu'on va passer, qu'on s'est remis à la sécurité de l'armée rwandaise et de ceux qu'on a radiés de l'armée, il y a lieu de se poser des questions de contradiction qui existent, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. On va continuer avec les questions de M. Marlon Kacham. Bonsoir, Monsieur le ministre. Rassurez-vous, je n'ai pas 12 questions. J'ai 2 questions.
De toute façon, il n'y aura plus de questions. On va parler commerce extérieur. Allez-y, s'il vous plaît. La première, elle est adressée au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. C'est une question ayant trait à la déclaration des principes de l'accord entre la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique ainsi que le Rwanda. Monsieur le ministre, où en sommes-nous aujourd'hui? Faut-il déjà espérer la conclusion de l'accord formel et de ces retombées économiques pour notre pays, la République démocratique du Congo? Ça, c'est une question qui vous est adressée. Et une autre question, c'est au ministre Paluku, comment le gouvernement se prépare-t-il à absorber dans l'économie congolaise des investissements américains prévus de 500 milliards de dollars américains en 15 ans? Ce sont là mes deux petites questions, pas 12. Alors, sur la première question, évidemment, il y a des discussions en cours. Au moment où nous parlons, la déclaration de principe qui s'était assise sur 6 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième principe, c'est porté sur des préoccupations sécuritaires, de comment les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et le respect strict de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Le troisième principe, c'est les principes liés à l'intégration économique, de comment toutes ces questions de commerce extérieur vont s'intégrer. Le quatrième principe, c'est celui qui porte sur le retour de réfugiés. Et le cinquième principe, je pense, concerne la MONUSCO et les différentes forces et les rôles qu'ils vont jouer. Et le sixième principe prévoyait justement, c'est que les différentes parties prenantes devraient verser comme autres éléments pour faire partie de cet accord. Et aujourd'hui, la partie congolaise a déjà versé ces éléments. La partie rwandaise l'a aussi fait et il y a un travail de synthèse qui se fait au niveau de Washington et donc dans les moments venus, dès lors que les éléments seront consolidés, notre ministre des Affaires étrangères et celui du Rwanda seront invités à se retrouver pour discuter des derniers détails de l'accord qui sera signé par les différents chefs d'État. Et parallèlement à cela, évidemment, il y a des discussions qui portent notamment sur le deal minier avec les Américains, qui portent pas seulement sur la question de l'Est, mais sur le cadre de la collaboration qu'il y aura entre nous, République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique à travers leurs différentes entreprises pour les opportunités que nous avons. Mais dans la discussion dans l'accord qui concerne l'intégration économique, c'est une question sur laquelle mon collègue va revenir abondamment, mais c'est une partie qui est intéressante parce que l'économie dont on parle, les développements de produits dont on parle concernent d'abord la République démocratique du Congo. Ici, j'ai eu l'impression que pour certains qui n'ont pas lu la déclaration de principe, on pensait que nous étions dans une discussion où nous voulons brader nos mini-lés hors de question. C'est d'abord pour nous. Ensuite, on parle d'intégration économique. Ce n'est pas seulement les pays limitrophes, c'est aussi la COMESA, c'est aussi les pays de l'EAC, c'est les pays de la CEAC, tous les pays qui environnent la République démocratique du Congo. Et donc, de ce point de vue, les principes ou les lignes rouges qui nous concernent ont été clairement définis, à la fois sur l'indépendance, l'intégrité territoriale, à la fois sur notre souveraineté, sur les ressources. Et les conditions, si vous voulez, la condition sine qua non qui permettra l'intégration économique, on a beaucoup insisté sur la paix que le président de la République a dit vouloir définitive et durable. Voilà plus ou moins l'état de la question aujourd'hui et le ministre du Commerce extérieur pourra évidemment revenir sur les différentes retombées, notamment l'afflux de ces investissements américains dans la région, dans l'hypothèse où l'accord est signé, la paix est restaurée et donc les conditions sont réunies pour faire l'économie. Monsieur le ministre. Merci. 500 milliards, c'est encore trop peu pour la RDC.
On a besoin même de 1000, 2000, 3000 milliards. Parce que lorsque vous évaluez de façon empirique la richesse totale de nos ressources naturelles, cette richesse est évaluée à 24 000 milliards de dollars américains. Donc si nous avons 500 milliards, vous voyez la proportion que ça représente sur 24 000 milliards de dollars. Alors comment on va observer ça? Tout de suite, je vous donne les quelques outils. Premier outil, le plan directeur d'industrialisation que j'ai présenté lorsque j'étais ministre de l'Industrie, c'est 58 milliards. 58,4 milliards. Et là, on n'a pris que les aspects prioritaires. Mais si on prend les routes, toutes les routes nationales, provinciales et des dessertes agricoles, nous sommes à 120 000 kilomètres. Si on doit mettre 1 million sur chaque kilomètre, ça fait 120 milliards. Si vous prenez l'agriculture avec 80 millions d'hectares, où on veut seulement injecter $1000 par hectare, et dans les 80 millions, ça fait 80 milliards. Donc, je vais vous démontrer tout de suite que les 500 milliards, on les absorbe à moins d'1 minute. Si on me demandait de les utiliser. C'est à moins d'1 minute, je les ai absorbés, je les ai affectés. Si je vais maintenant à la chaîne de valeur des batteries électriques que j'ai défendue lorsque j'étais ministre de l'Industrie, c'est un projet de 7000 milliards de dollars comme output de ce projet. Donc je crois que la manne, si on peut l'appeler ainsi, qui va nous tomber avec 500 milliards, ça va nous permettre de construire les fondamentaux, à savoir les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, énergétiques. Parce que rien que Inga, pour le construire, il faut 20 milliards de dollars, parce que je suis tombé sur les premiers devis du consortium sino-espagnol qui était de 13,9 milliards, mais là c'est sans compter les transports. Lorsqu'on y met les transports, on est autour de 20 milliards. Mais lorsqu'on doit amener l'électricité vers l'Afrique du Sud, vers l'Angola et vers toute l'Afrique, on est peut-être à 100 milliards de dollars. Et donc je crois que ce que nous allons signer comme accord, si cette retombée-là nous donne les 500 milliards, effectivement, il faudra qu'on se mette pour élaborer des plans opérationnels qui vont absorber ces moyens-là. Et moi, je considère que les premiers moyens que nous aurons doivent être affectés dans les fondamentaux de la construction d'un État. Parce que l'État, ce n'est pas seulement la gouvernance telle qu'on voit, consommation de tous les moyens à Kinshasa, mais c'est aussi la construction des infrastructures qui permettent la mobilité et l'interconnexion de toutes les provinces. Et donc, si ces moyens tombent, quand je serai encore au gouvernement, eh bien, je serai l'un de ceux qui vont proposer, en tout cas, des plans opérationnels pour l'absorption rapide des 500 milliards. Monsieur le ministre, il y a quand même un besoin sur cette question. Évidemment, on y a répondu, mais vous qui êtes le ministre dédié au commerce extérieur, beaucoup de gens pensent que tout ce qui sera convenu se fera en faveur du Rwanda et pas de la RDC. Vous qui avez été gouverneur, vous qui avez vu tous les efforts qui sont faits, notamment aujourd'hui en termes de maîtrise des circuits, de l'or et des autres minerais, quelle peut être votre réaction pour éclairer les compatriotes qui nous suivent? Non, le Rwanda a souvent fait peur aux gens, je ne sais pas pourquoi. Hein? Tout le monde dit, quand on veut réfléchir, ah, attention, les Rwandais. Non. Je pense que moi, j'ai été gouverneur d'abord d'une province 2 fois plus vaste que le Rwanda, ça je vous rappelle. Et que lorsque le Rwanda reçoit 100 millions de dollars, il reçoit 100 millions de dollars sur 26 000 km². C'est-à-dire c'est moins que sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Et donc lorsqu'il affecte les 100 millions de dollars sur 26 000 km², c'est plus perceptible que lorsqu'on nous donne les mêmes 100 millions de dollars que nous affectons sur 2 millions de km². Souvent, les gens ne font pas cette comparaison. Et donc, il ne faut pas que les gens puissent avoir les crampes d'estomac lorsqu'on parle du Rwanda. Moi, je sais que le Rwanda va cesser d'exister économiquement lorsque nous allons nous organiser. Pourquoi? Parce qu'en 1994, le Rwanda exportait 40 tonnes de coltan. Aujourd'hui, il exporte 2000 tonnes de coltan parce qu'il l'épuise de la mine de Rubaya. Et lorsqu'on avait commencé la certification des minéraux, j'étais encore gouverneur, j'avais dit ceci. Le Rwanda a réussi une politique de prendre les minéraux au Nord Kivu et d'aller les enfouir dans les sols rwandais pour que lorsque les enquêteurs arrivent, eh bien, il va, vous savez ce qu'il fait enfouir? Lorsqu'il enfouit les minéraux dans les trous, et quand les enquêteurs arrivent, il vient pour démontrer que non, voici nos carrés miniers.
Et ça, j'ai dit démontrer ça. Vous pouvez aller au Rwanda, il n'y a pas un seul gisement d'or, il n'y a pas un seul gisement de cassiterite, il n'y a pas un seul gisement de coltan. Lorsque nous allons nous organiser, effectivement, le Rwanda, comme vous le connaissez, c'est parmi les pays les plus pauvres de la planète. Mais il a réussi à démontrer la face du monde comme s'il était en train forcément d'être parmi les pays émergents, alors qu'il ne l'est pas. Donc ça va s'écrouler tout de suite. Et c'est ça, effectivement, la mafia qui se passe à l'Est, par la difficulté qu'il ressent lorsque la RDC s'organise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne comprends pas que quelqu'un qui connaît ça, comme moi, puisse se retrouver à Goma aux côtés du Rwanda pour piloter cette machine destructrice de la politique de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que nous aurons beaucoup à dire dans les prochaines éditions, lorsque nous serons suffisamment informés de ce qui se passe à Goma. Mais moi, je crois que la RDC s'organise et c'est la peur du réveil de l'éléphant qui crée des agitations partout. C'est comme ça que vous voyez même des chefs d'État arriver à Kinshasa et dire non, il faut partager vos ressources avec tel pays, il faut partager vos ressources avec tel autre. Parce qu'on sait que le réveil de l'éléphant risque de bousculer certains autres pays. Or, l'ambition du président Félix Tshisekedi n'est pas d'écraser les autres États, mais c'est par une coopération et une intégration économique régionale permettre que nous ayons des projets gagnant-gagnant. Mais de toute façon, nous avons les exemples comme la Cinélac, BDGEL, qui sont de projets sortis de la CEPGEL, où je rappelle que le Zaïre contribue à plus de 75%, et même au moment où nous parlons, il y a du courant qui est produit Ruzizi RDC et qui dessert une partie du Rwanda, une partie du Burundi. Et donc la générosité de la RDC fera que ces autres pays pourront survivre. On va prendre les questions de messieurs Amédée Moirabou. Merci Excellence pour la parole. Amédée Moirabou pour le compte de finances entreprises. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, dernièrement quand vous étiez ici, vous nous avez dit que la RDC perdait jusqu'à 5 milliards de dollars à cause du phénomène de transbordement au niveau des frontières. Il s'est passé, je crois, déjà plus de 4 mois ou 5 mois. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour endiguer ces phénomènes de fraude douanière, de transbordement? C'est la première question. La deuxième question, j'ai répondu sur tout ce que vous avez dit par rapport à l'agriculture. Pour tout celui qui connaît plus ou moins l'agriculture, il vous dira que juste pour apprêter 1 hectare de terre, il faut dépenser jusqu'à $200. Juste les sarclages, les remblayages, avant de s'aimer, c'est au moins $200 par hectare. Alors, quand je prends votre exemple, vous avez parlé de 40 millions d'hectares, et quand on fait les calculs, ce qu'il faut dépenser, c'est 8 milliards de dollars. Votre gouvernement ne dépense pas autant d'argent dans l'agriculture et pourtant, vous l'avez dit, c'est un secteur qui peut être un levier de croissance pour notre commerce extérieur. Voilà, votre réaction par rapport à ça. Alors, au ministre Mouyaya, Excellence, la fermeture de banques au nord Kivu et au sud Kivu, elle continue, elle perdure et elle cause beaucoup des dégâts, en tout cas pour les personnes qui ont des comptes dans les banques, dans les systèmes bancaires. Et la question, c'est comme si Kinshasa a décidé de punir ces populations du nord et du sud Kivu en gardant fermés les systèmes bancaires. Pourquoi ça doit perdurer? Et c'est jusqu'à quand? Je pose cette question parce que dernièrement, vous l'avez suivi, même l'ancien président, il en a fait allusion et il accusait justement Kinshasa de fermer les systèmes bancaires à ces populations-là, alors que ça leur cause du tort. Voilà, oui, bon, merci. J'espère qu'entre autres, il va dire à ces poulains dont les actes des tueries ont été bien dénoncés par le rapport d'Amnesty International ce matin. C'est tellement facile de venir et de dire voilà, Kinshasa étouffe les populations du nord et du sud Kivu. Vous ne savez pas que tout le vendredi, en conseil de ministres,
que ce soit le ministre de l'Intérieur, de la Défense ou de la Santé, nous revenons sur les questions du Nord Kivu et du Sud Kivu de manière prioritaire et dans tous les détails. Si vous suivez, vous allez voir que presque toutes les semaines, le ministre de l'Intérieur, au-delà de communication qu'il fait au niveau du gouvernement, fait des communiqués. Et aujourd'hui, le rapport d'Amnesty International vient corroborer ce que nous disons de la gouvernance par crime. Il ne faut pas oublier, en parlant du circuit bancaire, qu'il y a eu des tentatives d'attaque plusieurs fois sur la succursale de la Banque centrale de Goma. Vous êtes un journaliste du secteur de finance, vous le savez. Et pour tous ceux qui savent comment fonctionnent les systèmes bancaires, on ne peut pas fonctionner dans un cadre isolé. Est-ce que l'aéroport est fonctionnel? Pour donner un exemple, le gouverneur expliquera mieux, le gouverneur honoraire du Nord Kivu expliquera mieux comment ça fonctionne. Et donc, le circuit bancaire est un circuit qui travaille en système. Et dans un système, tous les éléments doivent être réunis avec des personnes qui n'hésitent pas à piller ou à mettre la main sur des véhicules des pauvres citoyens. Le ministre Paluku vous dira sûrement que tout ce qu'il a comme bien à Goma a été pillé, saccagé, volé. Et donc, vous pensez que dans un décor comme celui-là, où les banques n'ont pas de garantie de sécurité par rapport au fonds des épargnants, ils vont s'hasarder. Nous travaillons, nous, aujourd'hui avec les telcos pour essayer de trouver des solutions qui soulagent. La préoccupation principale pour nous dans toutes les discussions, c'est d'avoir un cessez-le-feu, réunir un minimum de conditions de sécurité, réouvrir l'aéroport de Goma et s'assurer de la sécurité, y compris du transport des fonds de ceux qui épargnent. Et donc, si aujourd'hui, il y a bien des gens qui étouffent les populations qui sont dans le nord et sud Kivu, c'est bien les occupants qui les tuent tous les jours. Vous suivez les rapports tous les jours des exécutions. On a poursuivi des malades dans des hôpitaux, s'il vous plaît. On a étouffé toute forme de voix discordante pour qu'on ne soit pas en mesure de dénoncer ce qui se passe. C'est ce que nous, on appelle la gouvernance par crime. Et ce n'est pas dans ces contextes-là que l'agence congolaise de banque va se réjouir d'ouvrir ses agences et faire des opérations. Ici, il s'agit de... Vous avez dit que le président honoraire a dénoncé cela, que De Gaulle fasse son appel. L'appel du 18 juin 1940, il l'a fait à Londres. Alors, maintenant, prenez De Gaulle, comme celui qui est arrivé à Goma, s'il est là, qu'il fasse cet appel en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie. Donc, vous allez faire un appel, l'Allemagne nazie, hein, qui est en fait les tueurs. Vous vous rendez compte comment De Gaulle serait considéré dans l'histoire du monde, aller faire un appel en Allemagne, à lieu et place de faire cet appel à Londres. Est-ce que l'appel de Gaulle serait suivi par les Français et par les pays alliés? Je ne pense pas. Donc c'est comme ça qu'il faut considérer cet appel qui a été fait là-bas. Pour moi, je considère que c'est très, 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 très grave s'il s'avère que cela soit vrai. Maintenant, revenons à votre question. Vous avez dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous perdons 5 milliards par les pratiques de transbordement ou de fractionnement des marchandises. Mais c'est plus que ça. Lorsque j'ai analysé les licences d'importation auxquelles souscrivent les opérateurs économiques, sur les 6 années, de 2019 à 2025, on a souscrit pour 19 milliards 200 millions de dollars. C'est-à-dire 19 milliards de dollars sont sortis de la RDC pour aller acheter la marchandise. Mais la marchandise équivalente à 19 milliards n'est jamais entrée au Congo officiellement. Je ne sais pas si vous comprenez l'explication. Ça veut dire, on souscrit à la licence d'importation pour dire, moi je vais importer pour 100 millions, moi je vais importer pour 50 millions, moi je vais importer pour 10 millions. Mais quand on retrace au niveau de la douane l'équivalent de ces marchandises à l'entrée en RDC, ces montants n'existent pas. Deux ou trois choses. La première chose, c'est que les licences d'importation sont utilisées pour le blanchissement des capitaux. C'est-à-dire on sort l'argent de la RDC pour l'extérieur au motif qu'on va importer.
Deuxième réflexion par rapport à ça, c'est qu'on sort l'argent comme si on va importer, mais pour échapper au fisc, on finit les conteneurs dans les pays voisins et on commence à les sortir en petite quantité pour entrer en RDC. Ce sont les pays voisins qui enregistrent les frais de douane et nous, comme les marchandises entrent par fractionnement, on ne bénéficie plus de rien. Alors, nous avons essayé un peu d'aider les opérateurs économiques frontaliers en créant ce qu'on appelle les RECOS, les régimes commerciaux simplifiés que nous avons signés avec les ministres des Finances pour plafonner les commerces transfrontaliers à $500. C'est-à-dire les gens du Katanga avec la Zambie, les gens de Lufu avec l'Angola, les gens de Kamvimvira avec le Burundi, les gens de Goma, quand ça sera libéré, avec Gisenyi, les gens de Kassindi avec l'Ouganda. Nous avons plafonné les commerces transfrontaliers à $500 pour dire, pour toutes les activités équivalentes à $500, elles ne payent pas les frais de douane. À ce moment-là, on permet l'éclosion d'un commerce transfrontalier qui peut être facteur de croissance. Bénéficiaire du régime commercial simplifié, tout opérateur économique d'abord identifié par son organisation, mais dont le montant est plafonné à $500, concernant aussi les produits d'origine. Parce que je dois préciser que ce plafonnement-là ne concerne pas les produits d'importation. Parce qu'on me dit souvent, mais pourquoi vous attaquez aux handicapés qu'il faut passer les marchandises au niveau des frontières? J'ai dit non, un handicapé n'importe pas un conteneur. Et donc l'handicapé, on va lui permettre de faire son commerce transfrontalier sur les produits d'origine du pays exportateur et non pas sur les produits qui viennent de l'extérieur. À ce moment-là, nous allons frapper fort. Donc voilà autant de mesures que nous sommes en train de mettre en place pour nous permettre d'aller de l'avant. Maintenant, la deuxième question, 40 millions d'hectares que nous voulons cultiver, ça nous fait 8 milliards. Ici, je dois préciser qu'en fait, la confusion qu'il y a souvent dans la tête de la population, c'est de croire que c'est le gouvernement qui investit. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui investit dans le secteur productif. Le gouvernement crée le cadre légal qui permet l'attraction des investissements. C'est-à-dire, nous on va dire, tout celui qui vient par exemple en RDC à travers les nouveaux codes d'investissement, il a 5 ans d'exonération totale, y compris l'impôt sur les bénéfices. Vous venez vous installer ici, vous avez 5 ans le temps de récupérer ne fût-ce que vos investissements sans payer aucun frais. Et là, ça fait mal à nos administrations, bien sûr. Mais in fine, c'est facteur de création de richesses. Parce que lorsque quelqu'un s'installe chez nous, et après 5 ans, ça crée une activité économique intense. Si nous avons 1000, 10 000, 15 000 entreprises qui sont venues parce qu'ils ont trouvé que le climat est attractif, c'est autant d'emplois que ça aura créé. À la 6e année, nous allons commencer à percevoir nos impôts. Et donc, on peut supporter que pendant 5 ans, on ait la vache maigre, mais qu'à la 6e année, parce que l'État ne souffre pas. L'État ne veut pas dire, bon, parce que je me suis délecté de certaines taxes, je vais souffrir. Ça, c'est la politique qui est faite à travers le monde. Quand vous voyez les gens se ruer vers la Chine, vous voyez la guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est une fausse guerre. Quand vous voyez la guerre entre l'Europe et la Chine, c'est une fausse guerre. Parce que toutes les entreprises qui sont en Chine ne sont pas des entreprises chinoises. La plupart sont des entreprises américaines. Lorsque vous voyez les iPhones que vous avez ici, les iPhones sont fabriqués en Chine pour être vendus aux États-Unis. Donc pourquoi? Parce que le SMIC aux États-Unis est très élevé, le SMIC en Chine est moins élevé. Lorsque vous avez une industrie en Chine, la main-d'œuvre coûtant moins cher, ça vous permet d'amortir les coûts de production de votre bien. Et donc vous choisissez d'aller vous installer en Chine que de vous installer aux États-Unis. J'avais démontré ici pour la chaîne de valeur des batteries électriques que pour installer une chaîne de valeur équivalente à 10 000 tonnes, il nous faut autour de 17, 18 millions de dollars, tandis que si vous vous installez en Chine ou en Afrique, c'est 65, 39 millions de dollars. Et donc les gens ont le choix entre dépenser 117, je ne disais pas 17, 117 millions de dollars aux États-Unis, 112 millions de dollars en Europe, en Pologne particulièrement, et ici chez nous, 39 millions de dollars. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre chez nous coûte moins cher. Donc ce sont là les politiques publiques que nous sommes en train de mettre en place pour nous permettre d'absorber des investissements publics. Je sais que nous avons de sérieux problèmes dans notre régime fiscal qui méritent vraiment d'être révisités pour permettre à ce que les gens viennent. Parce qu'il suffit d'ouvrir une activité économique en RDC et voir 200 agents directement pleuvoir dans votre office, chacun demandant
sa taxe, chacun demanda son impôt. Et cette réforme qu'on est en train de faire au niveau de la commission économique du gouvernement pilotée par le professeur Mokoko Samba. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous avons presque 10 minutes qui nous restent. On va prendre les 2 dernières questions très rapidement en série pour y répondre une bonne fois pour toutes. Les questions de Patrick Lakwe et de Jimmy Mukendi. Jimmy, ce sera en lingala. Ouais, s'il vous plaît. Une question. Vous parlerez en soigné. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. 2 petites préoccupations qui ne sont pas si grandes. C'est que, Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, quelle est la qualité du produit congolais? Est-ce que le produit congolais peut faire face à la concurrence internationale? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la certification d'avoir des bons produits pouvant tenir tête aux produits internationaux, à part les produits miniers? Monsieur le ministre de la Communication, plusieurs négociations, plusieurs échanges entre le gouvernement et la faction rebelle M23, le Rwanda. Quelles sont les avancées dans le domaine des droits humains? Est-ce que les agences qui défendent les droits humains sont suffisamment informées et outillées par rapport aux exactions qui sont en train d'être faites dans la partie orientale du pays? Le cas récemment de ce jeune homme qui a été frappé à coups de marteau. Est-ce que ces instances sont suffisamment informées et prêtes à agir pour condamner ces actes? Merci. Merci beaucoup. Jimmy Mukendi, en lingala, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. Moutounanga Liboso et pas il y a ministre, il y a commerce extérieur Julien Paloukou. Excellence, par rapport, il y a Ndenge business, topé, tout le commerce extérieur, ils ont aussi exécuté Nambo Cannabiso. Est-ce que tu as que situation oyo, ils allaient s'est passé dans l'Est, il y a République, ils allaient influer, topé, ils allaient baby samwa moukie, ba relation nabiso na bamboka oyo tu ko sala ba échange oyo so ils allaient lier na commerce topé impact nini tu ko ba ils allaient réellement lelo oyo ko uta na ndenge ya image ya tobengango ya malamu te oyo ezali ko uta par rapport ya ba kokoso izana est ya République démocratique du Congo oyo zo facilité ba échange ya commerce te. Deuxième préoccupation na porte-parole ya gouvernement et bi que lelo to yeli sujet wana te kasi lokwa bobandaki yango déjà na français biso pe bato lingala tozana posa ya ko comprendre parce que lelo oyo sénateur à vie, ancien président de la République, Balobi Azali na Goma. Balobi Azali na Goma, yemoko na message à Salakipe a prometa ki batuke Azali ko kota kuna. Ce qui te koye ba impression na bino ezali nini par rapport ya likambwana o batunyo sope na mokili bazotala bazoka moi ezosi sabango maloba. Merci beaucoup. On va commencer par le ministre du Commerce extérieur. Oui, M. Patrick a posé la question très pertinente liée à la qualité des produits congolais. C'est une question à laquelle nous tentons d'apporter des réponses, effectivement. L'un des acteurs majeurs, effectivement, c'est une agence ou un office qui relève de notre ministère, à savoir l'Office congolais de contrôle. Mais pour que l'office y arrive, il fallait que j'y remette de l'ordre. Je pense que vous avez suivi dernièrement que je suis passé au niveau de l'office où il y avait beaucoup de désordre. On a essayé un peu de remettre de l'ordre pour que la grogne qui s'y passait ne puisse pas affecter le travail. Et je suis convaincu que le travail n'est pas encore fini, mais nous sommes en train vraiment de nous rassurer que l'OCC est en train de remettre de l'ordre. Alors, nous avons connecté l'OCC à d'autres offices de certification au niveau international, pour effectivement que nos laboratoires soient d'abord certifiés. Et c'est le sens de l'appel que j'avais fait lorsque j'ai pris ce ministère pour dire je vais m'investir pour la construction des
laboratoires, ces laboratoires qui vont certifier nos produits made in Congo. Mais il ne suffit pas de certifier les produits, il faut aussi suivre la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui demandent par exemple que les produits ne viennent pas des engrais chimiques. Donc des évaluateurs doivent passer voir si les champs cultivés n'ont pas utilisé, si les producteurs n'ont pas utilisé par exemple des engrais chimiques. Vous avez suivi dernièrement les combats que nous avons faits avec l'Union européenne par rapport au rejet éventuel de notre cacao et de notre café, parce que, dit-elle, cette Union européenne, que notre cacao et notre café seraient issus de la déforestation. Comme ils sont les champions de la protection de l'environnement, si nous coupons les forêts pour devoir cultiver le cacao, eh bien, ce cacao, ce café est blacklisté. Et j'ai dit démontrer effectivement qu'on doit faire attention, parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables qui sont destinés à l'agriculture. Lorsque nous cultivons dans les 80 millions, nous n'avons pas fait la déforestation. Parce qu'à côté de 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons 155 millions d'hectares de forêt. Si on va toucher à 155 millions d'hectares de forêt, à ce moment-là, on fait de la déforestation. Alors lorsque j'ai démontré la différence entre les 80 millions d'hectares de terres arables et les 155 millions de forêts, eh bien, ils ont fini par comprendre qu'effectivement, on ne le fait pas. Et donc, je voudrais vous dire que c'est une question qui reste pendante et contre laquelle nous nous battons pour nous rassurer que la qualité des produits qui viennent de la RDC respecte les normes internationales. Et lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'avais fait adopter 2000 normes que la RDC n'avait pas encore adoptées pour permettre que les produits congolais respectent cette normalisation, parce qu'il y a un département de normalisation au niveau du ministère de l'Industrie. Je crois que vous pouvez embrayer pour la question à Lingala. Je n'aime pas parler dans une langue que je ne maîtrise pas très bien. Je vous la passe pour que vous puissiez relayer les messages à tous ceux qui vous attendent. D'abord à la question de Patrick Loaquet des avancées dans les domaines de droits humains. Ici, la semaine dernière, j'ai reçu dans mon cabinet une délégation venue de Genève dans le cadre de la mission d'établissement de faits conformément à la résolution qui avait été adoptée par le Conseil des Nations Unies sur le droit de l'homme, pour établir le fait de ce qui s'est passé ici et puis plus tard avoir une commission formelle d'enquête qui viendra établir les responsabilités de ceux qui ont commis le massacre à Goma. Comme le ministre Paluku le disait précédemment, il faut que toutes les populations qui sont touchées aujourd'hui, les preuves électroniques sont acceptées, de communiquer sur tous les différents crimes. Le rapport d'Amnesty International que j'ai mentionné tout à l'heure n'est qu'une illustration de ce que nous documentons. Le ministère de l'Intérieur informe régulièrement sur les cas de crimes qui sont répertoriés parce que c'est la méthode de gouvernance des occupants, parce que c'est de cette manière qu'ils pensent pouvoir intimider et pouvoir imposer leur domination sur nos populations qui, heureusement, sont résistantes et résilientes. Alors, Ndeko Jimmy, nakoloba na mukuse, na makambo etali président honoraire. Ya liboso il faut koyeba que ceux qui Sénat, ceux qui bolanda qui débat na Sénat, à la demande ya auditorat ou comment qui va lever ba immunité naie, ce n'est pas parce que alobaki akeigoba. Non. C'est parce que ba service va découvrir que aza parmi ba oyo baza ko soutenir Bitumba. La preuve au-delà à maloba naie, est-ce que bosi boyo kaye alobi que tozo condamné Rwanda. Ba rapport nyonso il y a Conseil de sécurité, il y a Bamboka Nyonso, ba sanctionnati na Rwanda. Est-ce qu'il y a makambo ya lobaki boyoka ki sika tatanga ki kombo ya Rwanda? Donc, eza ba raison ana Nyonso, parce que il y a za président honoraire azana mobe komobimba une loi oye pesa ligne de conduite. Il y a oyo akoki ko sala na oyo akoki ko salate. Lelo a se positionné comme chef rebelle. Donc, en dessous il y a président rwandais, il y a mi bimisi. Yango ndeko Paluku awa, asali pe oya ye 12 questions. Oya mi tuni, est-ce que moi na ya mze akoki lelo kolekela na Rwanda? Bato bazo sa la sécurité na eza batu oyo ya signaki radiation na bango na mapinga. Yango lelo pe batu msu bakoki komituna. Pourquoi bitumbango ezaki kosila te? Est-ce que ba contact na bango et bandi de l'eau c'est qui ba contact à Kala? Tout ça la moi bagé
po bino bo benda o ya bino ba minere biso peto tikala na o to tikala kanango parce qu'il faut koyeba ke biso to komi na niveau oyo ya bitumba na Rwanda parce que président lobby minere ya ba congolais ya liboso eza ya ba congolais ozomona donc lelo batu nyonso faut bazala vigilant parce que biso to lingi bitumba wana esila l'air na lobaki aza l'homme du passé parce que ba oyo nyonso azosala eza kozongisa biso sima tozonga na ba bitumba tozonga na ba corruption tozonga na ba concussion tozonga na ba bradage nyonso wana toboyi. Monsieur le ministre, je vous laisse la dernière minute pour vous adresser à nos populations de Goma et de Sud Kivu spécifiquement et ce sera la conclusion à cet exercice de redevabilité. En Swahili, s'il vous plaît. Wandugu na wadada kaka wa Goma, wa Butembo, wa Beni, wa sehemu zote, kitu ya muhimu ya kujua ya kutambua ni kwamba kuna usiku na kuna mchana. Lazima pale Goma, pale Bukavu na sehemu zote munapita katika magumu mengi. Kwa leo nilikuwa nikijiuliza ya kwamba ni kweli rais wa zamani yuko pale Goma ama hapana. Mimi nilikuwa nikiwaza ya kwamba ni ongo. Kwa sababu vile ninavyomjua siwazie kama yule ambaye alipigana na hawa wa mabandia ni yeye ambaye amepokelewa nao kwa sasa. Siwazie kama mtoto ya mzee Laurent Desire Kabila ambaye alituambia sisi kama wakongomani tusisaliti nchi yetu, yani trahir la nation. Siwazie kabisa kama kweli kweli ni yeye ambaye amekaa hapa Goma. Na kama ni kweli basi nitangoja nione picha ili niendelee na mama ambayo nitaweza nikazungumzia kwa wananchi wa Kongo, lakini kwangu si mambo ya kawaida kuona mkubwa wa nchi ambaye ameongoza miaka 18 nchi hii, ambaye amepigana vita na mimi mwenyewe nilikuwa pale nikitazama vile tunapigana vita zidi ya hawa mabandia. Nimeona vile wameua watu katika mji wa Goma, nimeona vile wameua watu katika miji ya Bukavu, nimeona vile wamefanya masakre pakishishe. Sasa leo kuona ya kwamba ni yule ambaye alipiganisha vile vita anakuwa nao wanakula pamoja, wanafanya pamoja, si mambo ya kutambulikana kabisa. Na ndio maana nasema natoa mwito kwa wakaaji wote wa Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa Sud Kivu, tuunge mkono mkubwa wa nchi, rais wetu Felix Antoine Tshisekedi, ili tukue na uhakika ya kwamba hii vita tutaishinda na hata kamwe haiwezi ikashinda nchi yetu Kongo ya Kidemokrasia. Asanteni sana. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Avec la détermination du Président de la République à la tête de la République démocratique du Congo, on a brisé les cercles vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Et tout ce que nous voyons, ce sont les gesticulations du désespoir. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie. Et avec les soutiens de tous les Congolais, nous allons réussir à relever les défis à la fois du retour de la paix, mais aussi de la reconstruction de notre pays. Merci et bonsoir chez vous.